Bonjour à tous et bienvenue à ce Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 4 août 2021 et beaucoup d'indices européens ont prolongé leur hausse de lundi, hein. Ce n'est pas le cas du DAX. En tout cas, ça a été le cas du CAC 40, hein. Les indices européens ont été portés par les chiffres trimestriels d'importantes entreprises. Pour le CAC 40, ça a été Société Générale. On notera également Standard Chartered où ces deux sociétés ont donc affiché de solides résultats trimestriels. Nous avons également British Petroleum, BP, avec un bénéfice trimestriel qui a dépassé les estimations des analystes. Et la société a annoncé qu'elle allait augmenter son dividende de 4%, tout en intensifiant ses rachats d'actions. Alors globalement, jusqu'à présent, 66% des entreprises du stock 600 ont déclaré des bénéfices supérieurs aux prévisions, selon les données de Refinitiv. Alors dans ce contexte-là, le DAX, lui, s'est légèrement replié de 0,09%. Le CAC 40 a gagné 0,72%. Les indices européens sont en train de progresser nettement à l'heure actuelle, hein. On notera le CAC 40 qui continue sa remontée. Outre-Atlantique, à Wall Street, les indices ont réussi à regagner du terrain dans l'après-midi après un début de séance assez difficile, hein, tout de même. Le Dow Jones s'est rapproché de ses sommets. Le S&P 500 a atteint un nouveau record historique à la clôture, sous l'effet notamment de la hausse d'Apple, mais également des valeurs du secteur de la santé. Le Nasdaq a quant à lui légèrement progressé. Les investisseurs concrètement ont salué les solides résultats d'entreprise, des résultats d'entreprise qui parviennent donc à compenser les craintes, les inquiétudes concernant la propagation du variant Delta à travers le monde. Alors les bénéfices des entreprises du S&P 500 ont augmenté d'environ 90% au deuxième trimestre, contre des prévisions de 65,4% au début du mois de juillet, selon les données de Refinitiv. Sur le volet obligataire, les rendements du Trésor à 10 ans se négocient aux alentours des 1,182%, après être revenu à un plus bas de près de 5 mois pendant la séance de lundi. Le biais vert, lui, reste sous pression dans l'attente des données sur le marché du travail. On en a parlé, le marché du travail sera déterminant concernant le début du tapering de la Réserve fédérale américaine, donc de la réduction de son quantitative easing, comme il a été annoncé par un représentant de la Réserve fédérale américaine, un tapering qui pourra intervenir dès le mois d'octobre si les deux prochains rapports sur le marché du travail affichaient une nette progression. Alors concernant les données, les commandes d'usines aux États-Unis ont augmenté de 1,5% en juin. Les analystes s'attendaient à une hausse seulement de 1%. On notera également l'or noir, le pétrole. On a eu un WTI qui a chuté de plus de 1,5% et qui se négocie légèrement au-dessus des 70 dollars à 70,43 dollars le baril. Le Brent a baissé de 0,77% et se négocie à 72 40 le baril. Alors encore une fois, ce sont ces inquiétudes, hein, nous l'avons dit hier, concernant l'impact du nombre croissant d'infections, sur l'impact potentiel sur les économies américaines et chinoises, hein. On a parlé de cette demande chinoise qui pourrait être grandement affectée. Et d'ailleurs, le variant Delta qui est en train de se propager à Wuhan depuis hier ou avant-hier, il me semble, hein. Donc visiblement, la boucle est bouclée. Alors, les hospitalisations liées au Covid-19 aux États-Unis ont dépassé les 50 000 pour la première fois depuis le mois de février. Et donc en Chine, hein, le gouvernement a imposé de nouvelles restrictions concernant les voyages. On notera toujours concernant le pétrole, les États-Unis qui ont envoyé un navire de guerre pour surveiller le pétrolier détourné au large des Émirats arabes unis. On a pris connaissance hier soir à 22h40 des stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis, des stocks qui en baisse de 0,88 millions de barils contre 2 millions de barils attendus. Alors je ne sais pas pourquoi la donnée ne s'affiche pas à l'heure actuelle, hein, sur la plateforme X5. Bon, concrètement, aujourd'hui, ce qui sera attendu, ce sont les indices d'activité PMI et ISM en Europe et aux États-Unis pour le secteur des services. On attendra également les données de l'ADP sur le marché du travail et ce sera à 14h15 très exactement. Concernant donc les créations d'emplois en juillet. Ce sera donc un avant-goût, si je puis dire, hein, du rapport officiel du NFP qui sera publié vendredi. Ce sera une donnée, c'est une donnée
très attendu par les investisseurs, surtout depuis les récentes déclarations de la Réserve fédérale américaine. Et donc, ce sera vendredi à 14h30, comme d'habitude. Alors voilà pour le contexte de marché. On le voit ici, une séance qui commence dans le vert en Europe. L'Europe vêtue de vert. Nous allons le voir, le DAX qui tente de valider ici le franchissement des 15 600 points. On a tout de même un gros support ici, c'est notre nuage Ishimoku qui ne va faiblir que très longtemps plus tard. Alors hein, la particularité d'Ishimoku, c'est qu'on a une visibilité, si je puis dire, sur des futurs supports, hein, grâce notamment au nuage qui est projeté dans le futur. En données H4, vous voyez, on est en train de s'attaquer à la bande supérieure du drapeau. C'est ce que l'on attendait depuis le début de semaine. On est en train de le faire à l'heure actuelle. Le nuage a soutenu, a freiné toute tentative baissière et on s'attaque à l'heure actuelle à la bande supérieure en cas de cassure. La prochaine résistance serait à 15 690, 15 700 points. C'est ce niveau que l'on allait chercher du bout de cette mèche supérieure et un niveau que l'on pourra aller chercher à nouveau aujourd'hui en cours de séance et en cas de franchissement. Alors là, ce serait une poursuite de cette vague haussière qui a été amorcée le 19 juillet. Le Nasdaq également en progression, qui s'est hissé au-dessus du seuil psychologique à 15 000 points, peut-être avec en vue les 15 200 points, ce serait un nouveau record historique. On a eu un signal chartiste, un signal que l'on attendait lundi, que l'on n'a pas eu, il n'y avait pas eu de clôture au-dessus de la borne supérieure de ce fanion. C'est chose faite et le Nasdaq poursuit tranquillement sa remontée en direction des récents sommets historiques. Et donc, en cas de franchissement, bien entendu, des 15 135, si on parvient à s'installer au-dessus, la hausse devrait se poursuivre. On a un objectif plutôt optimiste, hein, ici, aux alentours des 15 823 points. On a un objectif théorique de sortie de figure chartiste à 15 700 points. Bon, le tout reste à réussir à se hisser au-dessus des 15 135. Mais avant cela, on aura bien entendu ici ce sommet de court terme de la fin du mois de juillet, les 15 085 points. Donc si on se hisse au-dessus de ce niveau, la target, ce sera les précédents records historiques. En données H1, ça ne nous donne pas plus d'informations ici. Simplement, on notera une Chikuspan qui s'est désengagée et donc qui a la voie libre, et ce qui pourrait donc favoriser la poursuite haussière des cours du Nasdaq. Le S&P 500, lui, est toujours dans l'enceinte de son range. Et donc, hein, le tout sera de réussir à se hisser au-dessus de cette borne supérieure. Le Dow Jones également scotché ici à ses sommets dans un range plutôt étroit que l'on pourra constater ici en données H4. Voici le range et c'est la sortie de ce dernier qui nous permettra d'envisager un record historique à 35 345 points. Alors pourquoi on peut plus ou moins s'avancer, si je puis dire, sur cela? On a des résultats d'entreprise solides, on a un nuage épais qui est en support, donc la poursuite haussière reste à privilégier. Pour le moment, les résultats de l'entreprise sont en train de faire de l'ombre à la propagation du variant Delta. En revanche, la situation venait à s'aggraver concernant le variant Delta. Alors ça, notamment en Chine, hein, on l'a dit, ça serait donc une source d'inquiétude concernant les différentes économies du monde. Dans ce cas-là, effectivement, les craintes liées au coronavirus pourraient prendre le dessus. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Les résultats d'entreprise permettent de soutenir le sentiment de marché. Donc en données H1, on a ici une Chikuspan qui est libre. Donc à voir si aujourd'hui en cours de séance, on parvient à aller marquer de nouveaux records historiques. Le Bitcoin qui continue de se replier face à ce trou d'air, hein, que l'on a remarqué depuis le début de semaine. Il y a encore de la marge. On pourrait aller chercher les 35 800 dollars avant d'aller chercher le seuil psychologique à 35 000 dollars. Donc prudence sur le Bitcoin qui pourrait poursuivre son repli, un Bitcoin qui n'est pas parvenu à maintenir son élan aussi en direction des 44 500 dollars, ce niveau qui correspond ici à cette moyenne mobile simple à 200 périodes. On passe à présent sur le marché des matières premières. Pas grand-chose sur le gold. Aujourd'hui, on y est. On est au contact du nuage. Alors, est-ce qu'une intégration du nuage est envisageable? Je pense que
Que ce soit concernant le dollar américain ou concernant le gold, la séance la plus importante sera vendredi, bien entendu, le NFP. On le voit, le billet vert ne parvient pas à évoluer, hein. On est un peu en stand-by, mais on sent une certaine pression sur le billet vert avant le rapport du NFP. Attention tout de même à l'ADP qui pourrait créer une certaine volatilité sur le gold et sur le billet vert. Donc pas grand-chose pour le moment sur le gold. On atteste ici ce graphique en données H4. On est posé sur le nuage, on oscille ici aux alentours de la Tenkan. Le silver, même topo, on revient sur les 61,8%, un gros niveau renforcé par la Kijun en palier. Donc sur les métaux précieux, je pense pas grand-chose à attendre aujourd'hui. Peut-être suite à l'ADP une légère volatilité, mais les résultats de l'ADP ne nous donne pas tant que ça, ne nous donne pas tellement d'indications quant au NFP, hein. Il y a une certaine décorrélation, surtout dernièrement, une décorrélation entre les chiffres de l'ADP et les chiffres officiels du NFP qui seront publiés vendredi. Alors le pétrole, attention ici, hein, au pétrole, on pourra avoir un retournement baissier et ça, ce serait en cas, ça c'est en données mensuelles, hein, on le voit ici, ce sera en cas d'aggravation de la situation sanitaire, hein. Un pétrole qui semble céder peu à peu aux craintes liées aux variants Delta, notamment en Chine. Donc on est à l'intérieur du nuage en données H4. On est sous cette zone de retracement de Fibonacci à 38,2%. On n'a pas validé la cassure des 50%. Rien à faire pour le moment. Alors pourtant hier on était bien parti, hein, pour une reprise haussière. Vous voyez ici, on parvenait à prendre appui sur le nuage pour aller chercher la Kijun. Mais le sell-off s'est poursuivi, hein, avec ce repli considérable. Malheureusement, la reprise n'a pas pu se concrétiser. Même topo, hein, pour le Brent à l'intérieur du nuage, 72,40. Rien à signaler. Seule une cassure des 71,40, une clôture en dessous avec une poursuite baissière pour une sortie de nuage qui serait un signal de vente validé dans l'immédiat pour la Chikuspan. On va le voir ensemble. Vous voyez, la Chikuspan validerait immédiatement le signal de baisse. Et dans ce cas-là, on irait chercher les 69 dollars. On irait sous les 70 pour aller chercher 69. C'est ce niveau du 21 juillet. Inversement, pour envisager une reprise haussière, il faudrait un passage au-dessus des 73,50. Donc, vous l'aurez compris, sortie de nuage par le haut. Une reprise haussière qui serait un peu plus compliquée d'un point de vue Ishimoku parce que dans un tel scénario, la Chikuspan serait en plein milieu d'obstacles. Donc la baisse serait un peu plus simple à appréhender d'un point de vue trading qu'une hausse, une hausse qui serait beaucoup plus incertaine d'un point de vue technique, d'un point de vue Ishimoku. Alors ce qu'il faut noter également, c'est le blé, c'est très intéressant, on le voit en données journalières. On tente encore une fois, on attaque ce niveau de retracement de Fibo à 23,6%. Ça pourrait être prometteur si on parvenait à se hisser au-dessus. Au-dessus, donc concrètement des 730, hein, plus largement. Donc belle reprise ici du blé. Et si vous êtes plus ou moins habitué aux projections de soda, on a une très belle vague ici, hein, vous voyez. Et le signal a d'ores et déjà été donné. Et c'est une projection V. Je vais tout de même vérifier parce que ça n'est pas si évident que ça. On va mesurer le mouvement ensemble. Mais en tout cas, ça semble vraiment être, ça semble être logique, hein, ici. Ça correspond au récent sommet, aux alentours des 770. Mais on va tout de même vérifier. On va mesurer le mouvement AB. Un mouvement AB qui fait plus ou moins 109. Donc ici, ça fait 109. Concrètement, si on est supérieur à 54,5, c'est une projection E. Inférieur à 54,5, c'est une projection V. Pourquoi? Parce que 54,5, c'est la moitié de 109. 54, 53,80. Donc c'est juste, hein. C'est une projection V. C'est une projection V, ce serait l'objectif. Et d'un point de vue de Soda, c'est très probable parce qu'on s'est hissé au-dessus du point B. Alors ici, pour nos nouveaux auditeurs, malheureusement, je n'ai pas détaillé, hein, pour le moment, encore une fois, les projections de Soda, mais c'est un raisonnement en vague. Ici, on a un point A, un point B. Alors on essaie de le faire assez souvent. Nous avons notre point C ici. Et c'est très simple, hein, selon la théorie, on pourrait aller rallier le point D qui correspond à ma projection V. Donc voilà comment ça fonctionne. Et à partir du moment où on s'est hissé au-dessus de notre point B, que l'on retrouve ici, c'est un signal selon Osoda. Et vu qu'on utilise également les retracements de Fibo,
Vous l'aurez compris, une clôture au-dessus des 23,6% confirmerait largement une poursuite haussière en direction des récents sommets. Pourquoi des récents sommets? Parce que ça correspond à la projection V, hein, tout simplement. Donc voilà pour le blé. On passe sans plus tarder sur le compartiment sur le marché d'échange on va commencer par la force relative des devises. Alors, vous voyez, hein, le NZD qui surperforme largement toutes les devises, hein, largement au-dessus. Pas grand-chose pour le reste. On a simplement le yen qui sous-performe. D'ailleurs, le SDN va nous intéresser. Alors, on voit, hein, le biais vert est sous pression. Il ne parvient pas à évoluer. Même topo, hein, on le voit ici encore une fois en H4. On ne parvient pas à se hisser depuis le récent repli. L'euro-dollar, donc, patine au-dessus des 23,6%. Mais attention, en cas de reprise haussière ici, comment dire, en cas de reprise haussière du billet vert, l'euro-dollar pourra aller chercher les 1,17, hein. D'ailleurs, il me semble qu'il y a eu ici Morgan Stanley qui a émis une recommandation, hein, sur l'euro-dollar à 1,17. Donc ça vient justement, ça concorde, hein, avec ce scénario d'une cassure des 23,6% pour aller chercher les 1,17 ici, à ce niveau-là. C'est donc concrètement le point bas du 31 mars, hein. Je vous rappelle que pour nos clients, on vous transmet des recommandations, hein, des grandes banques. Alors malheureusement, c'est disponible que pour les clients. On a eu par exemple hier une recommandation de Citi sur l'euro GBP et une recommandation de Morgan Stanley sur l'euro dollar, hein. C'est seulement sur les paires de devises. GBP USD, pas grand-chose, hein, pour le moment. On revient sur notre graphique plutôt en journalier. Vous voyez, on a toujours un nuage en résistance. On progresse, hein, tout de même, mais c'est une grosse résistance ici. À voir si on parvient à s'en affranchir. Si on y arrive, la Chikou à ce moment-là serait dans le nuage, donc pas grand-chose à faire ici, hein, sur le GBP-USD. Par contre, on pourrait s'amuser à tracer une nouvelle projection d'Osoda. Je vous rappelle que ce que l'on est allé chercher justement, hein, vous voyez, c'est une projection d'Osoda lors du repli. On attendait un double sommet ici, mais on a invalidé la cassure de la ligne de coup. Ici, c'est une projection d'Osoda. Dans le même raisonnement, vous avez votre point A ici, le point B, le point C. Et vous voyez comme on est allé chercher le point D, hein, très précisément. Pour nos nouveaux auditeurs, encore une fois, je me permets de prendre le temps. Désolé pour ceux qui maîtrisent déjà les projections. Je sais que vous êtes beaucoup à les maîtriser. Et pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je pourrais vous envoyer un lien, un article que j'avais rédigé sur le site xtb.fr, hein, qui énumère les différentes projections et le raisonnement, hein, le raisonnement de ces projections. Je vous rappelle qu'Ishimoku repose sur plusieurs piliers. Donc voilà, donc A, B, C. Et vous voyez, on est allé chercher très précisément le point D. Donc est-ce qu'on va faire la même chose? Aller chercher les 1,4078. En tout cas, le ratio risque-rendement ne favorise pas les acheteurs. Je vais aller plus loin dans le raisonnement. Pourquoi le ratio risque-rendement ne favorise pas les acheteurs? Vous voyez ici, on a une marge de progression assez faible, hein, 150 pips, alors qu'en revanche, en cas de repli, on pourra aller chercher la Kijun, c'est du 136 pips. Le mieux, c'est de respecter le R3, c'est-à-dire d'avoir une espérance de gain de 3 pour une perte maximale de 1. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez vous permettre d'avoir 3 trades perdants d'affilée. Un seul trade gagnant absorberait toutes les pertes. Donc vous n'avez pas besoin d'être, si je puis dire, un as du trading avec un taux de réussite de 80% pour être en positif. Si vous respectez, et c'est une règle de money management, si vous respectez le ratio R3, vous pouvez vous en sortir, hein, tout à fait. Même si vous avez 2 trades perdants et un trade gagnant, vous êtes dans le vert. Vous trouverez certainement beaucoup voilà, le risk-reward ratio, hein. Vous retrouverez sur Internet pas mal comment dire, euh, pas mal de choses dessus, hein. C'est très, très utilisé. Voilà, donc c'est le R3. Ah, je trouve pas grand-chose tout de même. Je vais essayer de vous trouver donc des ressources, hein, là-dessus, mais c'est assez intéressant d'un point de vue de money management, parce que dans le trading, on peut avoir
énormément de bons signaux, mais si on n'a pas un money management, on ne parvient pas à optimiser ses gains. C'est partie intégrante du trading et ce ratio R3 permet d'avoir une certaine discipline. Une certaine discipline lorsque c'est respecté, comme je vous l'ai dit, si vous avez 3 pertes, d'affilée, il suffit d'avoir un trade gagnant pour absorber les 3 dernières pertes. L'USDN, vous voyez ce signal qui n'a toujours pas été validé, on en a parlé hier, la Chikuspan refuse la sortie de nuage par le bas. Donc on attend et on a les prochains supports en cas de poursuite baissière, 108, 630 environ et 108, le seuil psychologique des 108 par la suite sur l'USDN. Un USDN d'ailleurs, je me posais la question ce matin qui pourrait nous tracer quelque chose de plus précis, une figure chartiste peut-être plus intéressante. Vous voyez, en cas de repli jusqu'au 108 et de reprise haussière, on pourrait pourquoi pas avoir une figure en épaule, tête, épaule. C'est encore une hypothèse technique, on en est bien loin. Mais l'USDN pourrait nous faire quelque chose de beaucoup plus intéressant au vu de la précédente hausse qui avait une très belle amplitude. Donc on garde un œil tout de même sur l'USDN. Alors sinon, l'euro AUD, on revient sur le précédent objectif théorique de cette figure en triangle ascendant. Pas grand chose à signaler, c'est tout ce qu'il y a à signaler grosso modo sur le marché des changes. L'AUD-USD, vous voyez, on est en train de patiner après la belle hausse que l'on a pu constater, la surprise de la Banque de réserve d'Australie. On est en train de patiner sous résistance, les 0,74. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Alors pour ceux qui sont intéressés par le R3, je vais essayer de vous retrouver des ressources là-dessus parce qu'il ne faut jamais négliger le money management. C'est vrai qu'ici on parle beaucoup de techniques de figures chartistes, Ishimoku, moyenne mobile et ainsi de suite. Mais le money management est très important pour le trading. Il y a l'analyse, il y a le trading. Le trading qui consiste à l'optimisation de l'entrée en position qui, je vous le rappelle, se fait sur des unités de temps courtes. On a très souvent parlé des triptyques. Ce sont des analyses sur 3 unités de temps, par exemple en journalier, en H4 et en H1. C'est sur le H1 qu'on va prendre position. Donc c'est sur l'unité de temps la plus courte, on a le plus de précision. Et il y a aussi justement ces règles pour placer les stop loss et les take profit. Avec par exemple le R3, on va placer le stop loss à -1 et on va placer, comment dire, on va placer le take profit à +3. Ce sont des règles assez simples qui permettent d'acquérir une certaine discipline. Et la discipline, c'est ce qui fait la différence. Vous avez par exemple 2 traders, un avec 80% de bons signaux et l'autre avec 50% de bons signaux. Le second pourrait surperformer par rapport au premier avec un money management adapté. Donc c'est vrai qu'on ne met pas assez l'accent lors des Good Morning Market là-dessus. Écoutez, ce que je vous propose, on pourra en parler de plus en plus. Et si vous êtes intéressé par des ressources concernant le R3, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Alors sur ce, on va mettre un terme à ce Good Morning Market avec des données qui seront publiées aujourd'hui assez intéressantes, mais je ne pense pas que ce sera des catalyseurs de long terme. Je pense que le NFP, ce sera vraiment le tournant de la semaine et peut-être même le tournant du mois. Merci à toutes et à tous pour votre temps, pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.